Mesdames, demain, lorsque vous ferez votre marché, nous vous conseillons les cactus. Nos correspondants de province nous ont signalé une hausse sensible et intéressante sur les cactus. Nous vous conseillons également le chou-fleur et ceci, l'oursin. L'oursin. On se demande pourquoi. Oui. On saura peut-être tout à l'heure. Véronique Vandel, bonsoir. Bonsoir. Votre film, le dernier film où vous jouez, sort demain. C'est La Nuit des Généraux. Oui. Et vous tenez là-dedans un rôle assez spécial. Oui, je joue le rôle d'une prostituée qui est... Pourquoi tout le monde rit qui est aimée et assassinée par un général allemand qui, lui, est un obsédé sexuel criminel. Bon, on ne va pas dévoiler le reste. Hein, on ne va pas dévoiler le reste. Quel était votre premier rôle au cinéma? Au cinéma, c'était dans Rencontre, un film de Philippe Agostini avec Michel Morgan, Pierre Brasseur et Gabriele Ferzetti. Et quel était votre personnage? Mon personnage, j'étais une jeune fille charbante qui couchait avec ce monsieur, Gabriele Ferzetti. Pas parce qu'elle l'aimait ni parce qu'il lui plaisait particulièrement, mais parce qu'il la faisait vivre sur un yacht, parce qu'il l'emmenait dans les boîtes de nuit, il lui achetait beaucoup de maillots de bain. Et par la suite, vous avez tenu d'autres rôles à peu près dans ce genre-là, oui, au début, pas mal. Il y en a un qui vous a rendu très célèbre, je crois, c'est le rôle que vous avez tenu dans Beckett. Oui, auprès de Peter O'Toole déjà. Alors, quel rôle teniez-vous là-dedans? Eh bien, j'étais la maîtresse française du roi, alias Peter O'Toole, Henri II, et c'était en costume, je portais le plus ancien, c'est-à-dire celui d'Ève. C'est cela, oui. Autrement dit, vous tenez toujours des rôles assez... Habillés, oui. Assez habillés. Et vous incarnez toujours des personnages assez légers aussi. Assez légers, oui. Et pourtant, vous avez un visage absolument angélique. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, on me donnerait le bon Dieu sans confession. Et malgré cela, on vous a donné toujours des emplois où votre rôle consiste à susciter le désir chez les hommes. Peut-être parce que l'ingénuité, c'est une arme efficace, je ne sais pas. Mais dans la vie réelle, lorsque ça vous arrive de susciter le désir chez les hommes, quelle impression est-ce que cela vous fait? Oh, ça m'arrive de temps en temps, oui. Oui, mais alors quelle impression est-ce que ça vous produit? À moi, ça me plaît beaucoup, en général. En général? Oui, en général. Il y a des exceptions? Oui, il y a certains individus qui rendent ceci peut-être plus obscène. Mais enfin, tout de même, en général, ça fait plaisir. Mais vous aimeriez plaire à Serge Laine, c'est laquelle effet ça vous fait? Oh, il est pas mal, je veux dire. Il faut aimer quand même. Hein. La semaine dernière, nous avions dans l'émission un peintre, Jean Moulin, qui nous a exposé une théorie assez personnelle, très personnelle, selon laquelle il prétendait que d'ici 50 ans, les gens feraient l'amour dans les parcs au grand public, les hommes avec les hommes éventuellement, les femmes avec les femmes, les hommes avec les femmes de temps à autre. Ça se fait déjà, mais pas dans les parcs publics, bien sûr. Oui, mais est-ce que cela correspond un peu à une opinion est-ce que vous concourez un peu dans cette opinion? Oh, c'est très difficile de savoir ce qui se passera dans 50 ans. On ne sait même pas si on existera encore, mais si le monde existera, je ne vois pas pourquoi ce serait mieux de le faire en public. Vous trouvez que c'est mieux? C'est la liberté? Non, je ne crois pas, au contraire. Est-ce que ça vous choque? Non, ça ne me choque pas, mais je ne sais pas pour ce genre d'exhibitionnisme, ça me gêne plutôt. Oui, mais malgré cela, dans tous vos films, vous faites un peu d'exhibitionnisme. Oui, mais c'est pas la même chose. Enfin, je sais pas. Ou peut-être parce que ça ne se fait pas encore, alors c'est plus excitant. Si ça devient normal et naturel, ce sera pas amusant du tout. Monsieur Lichnerowitz, dans un genre tout à fait différent, vous êtes professeur au Collège de France. Et vous dirigez en ce moment la commission qui est chargée de réformer les méthodes d'enseignement des mathématiques aux enfants. Est-ce que vous pensez que les enfants qui auront appris les mathématiques avec ces nouvelles méthodes que vous êtes en train d'élaborer seront différents de nous de certaines façons? Complètement différents, avec une certaine continuité, bien entendu. Comment cela? Je pense qu'ils sont beaucoup moins dupes et beaucoup moins idolâtres d'un certain nombre de choses que nous ne le fûmes. Par exemple? De la rhétorique. De savoir distinguer ce qui est rhétorique et ce qui est pensé. De savoir qu'on pense rarement. Car nous sommes un grand pays rhétorique et nous serons beaucoup moins. Ils sauront distinguer l'essentiel de l'accessoire. Ils sauront distinguer l'essentiel de l'accessoire, l'affectif, du rationnel, un certain nombre de choses de ce genre. Ils sauront peut-être calculer infiniment mieux et de manière plus consciente les risques de leur conduite. Nous conduisons tous avec des risques calculés, avec des probabilités. Oui. Les gens qui voyagent beaucoup en avion,
par exemple moi, savent à peu près qu'ils ont une chance pour 1000 de mourir en avion. Oui. Mais une chance pour 1000, pratiquement notre conduite, c'est 0. C'est une certitude humaine. C'est-à-dire que nous avons la quasi-certitude de ne pas mourir en avion. Par contre, nous avons une chance sur 100, probablement, de mourir par le fait d'une auto. Et ça, c'est beaucoup plus près d'un risque véritable. Oui, mais qu'est-ce que cela changera pour ces enfants? Et pour eux, ce risque sur 1000 sera appréciable, ça existera plus pour eux qu'il n'existe pour nous? Non, mais ils sauront que ça n'existe pas. Ils sauront que les risques de 1 pour 1000 sont négligeables, très consciemment, et qu'un risque sur 50, etc., c'est très dangereux. En fait, toute notre conduite est de plus en plus valorisée, à travers les mathématiques même, par la notion de jeu. Oui. Nous avons pris le jeu au sérieux. Le jeu est la chose la plus sérieuse du monde. D'ailleurs, au fond, le calcul des probabilités, en nous parlant, est né historiquement du jeu. Il est de la théorie des nous jeux. jouons tous. Nous jouons tous. Nous jouons tous à quoi? Oh, le général joue avec ses soldats, le grand économiste joue avec les grands ensembles économiques, et il optimalise ou il maximalise. Les gens jouent à faire des ponts aériens, comme à l'époque de Berlin. Et le pont aérien de Berlin lui-même a été monté comme une opération mathématique basée sur la théorie des jeux. Oui, mais la théorie des jeux a servi à élaborer des théories mathématiques, mais en fait, ces gens ne jouent pas, ils ont conscience de faire quelque chose de tragique, d'important. Il n'y a pas un sens ludique, un sens de jeu dans la guerre ou dans l'organisation d'un pont aérien. Il y a un sens, hélas, ludique, en un certain sens. Dans certaines circonstances, c'est excellent de prendre la distance ludique, de dépassioniser et de mettre un peu d'humour dans un certain nombre d'activités. C'est une manière de les traiter de manière beaucoup plus saine. Oui. Dans d'autres, c'est une manière d'exorciser les angoisses. Oui. Et c'est beaucoup moins sain. Vous pensez que les enfants, enfin, qui auront appris les mathématiques selon ces nouvelles méthodes, sauront donc plus exactement quand avoir peur, par exemple, et quand ne pas avoir peur? Je pense qu'ils ils sont infiniment plus conscients, et je souhaite qu'ils le soient. Il en résultera un bien dans leur conduite, elle sera plus efficace, plus nette, plus... J'aimerais qu'il en résulte une certaine sagesse, plutôt qu'une certaine efficacité. Peut-on faire de la philosophie maintenant sans rien connaître aux mathématiques? Je ne le crois pas, car je crois que les mathématiques sont le meilleur témoignage que nous ayons sur une des formes que touche la philosophie de l'activité de l'esprit humain. Enfin, le cerveau humain ne raisonne pas comme un ordinateur, n'a pas un raisonnement purement logique mathématique. Il y a de l'intuition, il y a... Il y a le mélange des deux, mais distinguer les deux est très important. Notre cerveau raisonne pour 80% comme un ordinateur, mais les 20% autres sont essentiels. Monsieur Lichner-Rovitz, nous avons ici un monsieur que je crois les mathématiques intéressent beaucoup. Voulez-vous que nous poursuivions cette conversation avec monsieur Salvador Dali? Salvador Dali. Est-ce que les mathématiques ont eu une grande importance dans votre vie? La cybernétique, je suis d'accord, va ouvrir une brèche de chair vivante à l'histoire contemporaine. Devant, je prononçais dernièrement un discours à l'école polytechnique en disant je m'adresse à 400 cerveaux de très bonne qualité, mais je serais beaucoup plus heureux de m'adresser à 4 cerveaux de mauvaise qualité, mais électroniques. Et j'ai montré à ce moment-ci un tableau de jeunesse de mon grand compatriote, le plus grand génie, et sur lequel tout le monde a créé de grands équivoques, Picasso, et pas un seul de ces cerveaux de polytechniciens a su reconnaître que c'était un Picasso. Si on aurait eu une toute petite organisation d'information avec des cartes perforées, instantanément on aurait eu la réponse. Et aujourd'hui, en ce moment, si on disposerait de programmations adéquates de type cybernétique, on saurait déjà que c'est justement la philosophie d'Auguste Comte qui est la chose la plus vivante et qui va influencer toute la Chine populaire d'aujourd'hui. Les petits livres que les gars rouges brandissent, ces gars rouges que j'adore, qui sont frais comme des roses, sont le catéchisme d'Auguste Comte. Et moi, que je suis catholique, apostolique et romain, je suis de plus en plus enthousiasmé de constater cette chose merveilleuse que pendant qu'en Espagne, grâce
au général Franco, on va voir la monarchie constitutionnelle rétablie. En Chine, il y aura l'anarchie la plus divine qui va finir par, comme c'est bien entendu, comme mademoiselle le disait tout à l'heure, par le règne du matriarcat. Je suis d'accord. Alors ça, c'est des choses qui sont évidentes, mais qu'il faudrait quand même un minimum de cerveau mécanique pour les résoudre, puisque la médiocrité des cerveaux actuels ne dispose pas d'informations nécessaires. Vous vous intéressez Je voudrais beaucoup. faire une remarque, c'est que Deux remarques. Bachelard dit que l'école polytechnique est aux mathématiques à peu près ce qu'est un dictionnaire des rimes est à la poésie de Baudelaire. Le témoignage de l'école polytechnique, que je respecte, que je perfectionne même professionnellement, globalement n'est pas un témoignage de mathématicien. Par contre, Auguste Comte, avant d'être philosophe, était un mathématicien. Il a même interrogé en mathématiques tous les polytechniciens de son temps. Et avant d'être un mathématicien, il comptait surtout sur les banquiers. Et sur Parce leur philanthropie. Il avait un goût, comme tous les philanthropes, il avait un goût démesuré pour l'argent. Je crois qu'à cet égard, vous en faites un peu autant. Ah, Vous comptez également beaucoup sur les banquiers. Mon goût sur l'or, c'est vraiment dépasse toutes les mesures, puisque je suis dans la grande tradition mystique Est-ce que vous avez catalane, de l'école de Raymond Lull et de tous les mystiques du Moyen-Âge qui voulaient tout transmuter en or, c'est-à-dire dématérialiser et spiritualiser la matière. Est-ce que vous avez pardonné à Breton le surnom qu'il vous avait donné, Avida Dollar? Mais c'est un anagramme qui était magique et qui m'a apporté une chance extraordinaire parce que depuis qu'il m'appelait Avida Dollar, la pluie d'or a commencé à tomber sur ma tête comme une divine diarrhée monotone et réellement sublime. Et d'ailleurs, maintenant, aussi Amanda, qui connaît très bien la psychanalyse, nous avons parlé tout en mangeant des écrevisses de cette chose extraordinaire que j'ai reçu à la mort de Breton une espèce d'épitaphe, faire part de sa mort, dans lequel il ne disait pas autre chose que « je cherchais l'or du temps ». Alors moi, je déclare, Breton cherchait l'or du temps, et moi, je l'ai trouvé. Et j'ai trouvé, pas seulement l'or du temps, mais j'ai trouvé l'or du temps et de l'espace, parce que comme tout le monde sait, la notion du temps et de l'espace ne peut pas se séparer, ce sont deux notions consubstantielles. Il y a 5 dimensions, space, time, money. Non, mais en tout cas, temps, espace, c'est impossible à dissocier, et c'est pour ça que c'était pas possible qu'il trouve l'or uniquement du temps, parce qu'il fallait qu'il ajoute le temps, espace, temps. Et entre le temps et l'espace. L'idée d'Einstein, et d'ailleurs, dans ça, Picasso, il m'avait dit une fois une chose qui était merveilleuse, il m'avait dit, c'est absolument idiot de passer tout l'après-midi dans une plage en train d'essayer de trouver une montre. Il dit, ce qui est important, c'est arriver avec la voiture, ouvrir la porte dans la plage, trouver une montre, la prendre et foutre le camp tout de suite. Ce qui peut arriver d'après les machines cybernétiques que je suis en train de construire, qui sont des structures morales uniques, ces genres de trouvailles ne peuvent se passer, comme nous avons dit dernièrement, qu'au cœur de la gare de Perpignan, où d'après les théories du jésuite Télérard de Chardin, tout l'univers converge. Parce que je crois que, puisque vous êtes en pleine mathématique, vous êtes d'accord de cette vérité qui semble de plus en plus probable que l'univers serait limité et pas infini. L'univers est certainement clos. Le mot clos étant peut-être le meilleur. Sans ça, l'énergie serait inconcevable. Nous y sommes comme des fourmis à la surface d'une sphère. Bravo. Maintenant, je crois que Ismaël, qui est le représentant catégorique du mysticisme traditionnel depuis Saint Jean de la Croix, 113 et encore avant, il va se manifester avec cette espèce de fureur qui va de la monarchie à la fédération anarchique ibérique. Qu'allez-vous chanter, Ismaël?
Une chanson que le divin il aime beaucoup s'appelle De los Álamos Vengo Madre, la chanson par excellence de voyeur. Oui, je crois que c'est la plus grande chanson de voyeur Le parce divin, écoutez-nous aussi. il raconte un monsieur qui ne fait qu'aller à Séville et à Séville il voit tout simplement les Álamos, que c'est le peuple qui bouge. Après il s'en va à Grenade et de nouveau il raconte que les arbres bougent. Et alors comme ça on pourrait faire toutes les provinces. Exactement, on avait Et on promis va, de le faire. et on va le faire. De los Álamos vengo, madre, de ver cómo menea el aire. De los Álamos de Sevilla, de ver a mi linda amiga, de ver cómo los menea el aire. De los Álamos de Granada, de ver a mi linda amada, de ver cómo los menea el aire. De los Álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire, de ver cómo los menea el aire. Merci Ismaël. Monsieur Salvador Dali, est-ce qu'il vous arrive parfois, quand vous rentrez chez vous le soir, de rire très fort en disant « J'ai fait un très beau numéro aujourd'hui, je les ai vraiment bien possédés, j'ai étonné beaucoup de monde ». Non, ça ne m'arrive pas parce que je crois que vraiment, presque toujours, je suis cocu. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout le monde profite constamment de moi. Je suis une espèce de nourrice, je nourris mon époque avec une générosité extraordinaire. Spirituellement? Et spirituellement et même matériellement, je viens donner un dîner à beaucoup de... Et finalement, je suis une espèce d'armée du salut, une espèce de victime. Je fais toutes ces choses pour me vanter. Finalement, j'ai fini pour gagner beaucoup d'argent avec toutes ces choses. Mais au fond, les crises de rire ont disparu depuis que j'ai connu ma femme, Gala. Avant Gala, je me tortillais de rire tout le temps. Et depuis que j'ai connu Gala... C'est très triste, ça. Non, pas du tout, parce que il n'y a rien de plus souffreteux et de plus désagréable que la crise de rire. Que le rire? Ah oui, ça produit des espèces de... Oui, ça fait mal quand on rit. Ça fait mal. J'avais vraiment des crises de rire d'ordre psychopathologique qui étaient très, très douloureuses. Alors après, j'ai eu deux événements importants. La rencontre avec ma femme. Et avant ça, une autre chose qui m'a fait un bien merveilleux, c'est quand j'étais mis en prison par le gouvernement espagnol, et où j'ai compris que la chose la plus affreuse, c'est la liberté. Et à ce moment-ci, j'ai commencé à aimer l'Inquisition et tous les procédés coercitifs. Avez-vous essayé de retourner en prison ensuite volontairement pour jouir de cette absence de liberté? Non, parce que je me suis créé une espèce de prison spirituelle là pour Ligat, où je me réfugie à peu près 6 mois par an. Et je crois que ces choses, il faut les faire très jeune. J'avais appris, quand j'étais très adolescent, que le plus grand écrivain espagnol, Cervantes, après avoir écrit l'immortel Don Quichotte, avait été mis en prison, parce qu'il avait des dettes. Et après, la même chose est arrivée à Christophe Colomb, après avoir fait cadeau d'un immense continent, il a été aussi en prison. Alors j'ai décidé à ce moment-ci 2 choses. C'est-à-dire aller en prison le plus vite que possible et en même temps devenir légèrement multimillionnaire. Avez-vous été mis en prison? Avez-vous été mis en prison après avoir peint un tableau? C'est plutôt avant, si je comprends bien. C'était un happening que j'ai produit à New York. Oui. Ça durait très peu. J'ai cassé une vitrine en pleine rue et j'étais arrêté pendant 24 heures. Vous aimez les happenings? Je suis le premier de les avoir inventés.
Et si j'ai le temps, je peux raconter mon premier. Oui, Théâtre Fontaine, en 1930. J'ai loué une petite vieille, très propre. Et je lui ai rasé complètement la tête. Et alors, je l'ai dit en toréateur. Je me suis mis une scène. Et alors, il y avait des domestiques qui avaient la mission de lui mettre des omelettes fines herbes babeuses sur la tête. Alors, comme il avait un tremblement convulsif, très bien. Alors, les omelettes tombaient presque instantanément. Et à ce moment-ci, on remplaçait immédiatement par des omelettes babeuses fraîches. Ce qui fait qu'au bout de 10 minutes, tout le théâtre était plein de très dépressives omelettes babeuses, ce qui a créé un malaise tel que tout le monde a quitté le théâtre, sauf un monsieur illustre qui avait la Légion d'honneur et qui fumait beaucoup l'opium, qui s'appelait monsieur Edmond Jaloux, qui est venu m'embrasser. Il a dit, vous venez de mettre l'accent sur ce qui sera le théâtre du futur. Mais ce n'était pas très érotique, cela. Vous vous dites assez souvent passionné par tout ce qui est érotisme. Oui, mais quand même, cette petite vieille très propre, avait une chemise de nuit. Et j'avais observé que, quoiqu'il n'avait presque pas de scène, il avait les nichons, enfin la partie extrême, avec ce qu'on appelle scientifiquement des l'auréole, c'est-à-dire des petites granulations très prononcées qu'on croyait même qu'on peut téléphoner. Et alors, c'est dans cette manque de scène, avec cette espèce de téléphone, a produit un effet quand même, non pas érotique, mais démoralisant. Et que pensez-vous de cette robe de Paco Rabanne que vous avez à côté de vous? Est-ce qu'elle est érotique? Je considère Paco Rabanne, c'est le premier couturier d'aujourd'hui. Il réactualise tous les rêves du Moyen-Âge. Et la question d'érotisme ne se pose pas parce que je crois que Paco Rabanne, comme tout Espagnol qui se respecte, c'est avant tout un être métaphysique. Absolument pas érotique.